Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette session de la ISFAR 2023 dédiée aux facteurs humains dans la gestion des risques. Je suis Julien Picard, président du comité analyse et maîtrise du risque, et j'ai la chance d'avoir autour de moi aujourd'hui les docteurs Ségolène Arzalier-Darret, le docteur Régis Fusier, Véronique Normicaloun et le docteur Charles-Hervé Vacheron. Bonjour. Alors, nous allons aborder cette thématique du facteur humain dans la gestion des risques, puisqu'on parle beaucoup de compétences techniques, et il nous semblait important d'aborder également la part des facteurs organisationnels et humains relative aux compétences non techniques. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Ségolène Arzalier-Darret, qui est anesthésiste réanimatrice et présidente du comité vie professionnelle et santé au travail, et qui va nous parler des risques psychosociaux. Comment les identifier? Comment les prévenir? Merci Ségolène. Merci Julien, merci pour l'invitation. Donc effectivement, nous allons parler aujourd'hui du stress. Alors moi, je ne vais pas vous parler du stress aigu, celui qui peut augmenter la performance voire galvaniser, mais plutôt quand celui-ci s'intensifie de façon trop importante ou bien se chronicise, ce qui aboutit à une baisse de la performance et à un épuisement physique et mental. Donc, je vais vous parler des différents stresseurs, ceux qui ont été identifiés par le rapport GOLAC, qui a été commandé par le ministère du Travail en 2011. Donc, ils sont au nombre de 6. Vous les avez ici sur la gauche, donc la charge de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, les rapports sociaux, c'est-à-dire les conflits au travail, le conflit de valeurs et la perte de sens, et l'insécurité de la situation de travail. Donc, tous ces stresseurs, à la longue, eh bien, vont agir sur l'individu qui va développer des symptômes individuels, émotionnels, l'anxiété, la tristesse, une image négative de lui-même, cognitifs avec des troubles attentionnels et de mémoire, comportementaux, c'est-à-dire repli sur soi, présentéisme, hyperactivité ou même des addictions, l'irritabilité, motivationnelle avec un manque d'entrain, une érosion des valeurs sociales et puis aussi physique. Et cela va déboucher à la longue sur des pathologies cardiovasculaires, neurologiques, du diabète, des problèmes immunitaires, ostéo-articulaires et de réelles pathologies mentales, dépression, avec, en cas de décompensation, raptus suicidaire. Les facteurs vont aussi agir sur l'organisation avec plus d'absentéisme, de turnover, de violence au travail, et cela va aboutir à des pathologies système avec au final une baisse de la qualité des soins et une augmentation des coûts de santé. Alors, comment prévenir? Eh bien, déjà en prévention primaire, en agissant sur les situations de travail pour diminuer l'exposition aux facteurs de risque. Donc, on va agir sur la colonne de gauche. On peut aussi mettre en place des indicateurs d'alerte sur les symptômes organisationnels. Ça, c'est le bilan social des établissements de santé, sur l'absentéisme, notamment le turnover ou des fiches violences. Et puis en prévention secondaire, eh bien, il va s'agir de détecter les individus qui développent des symptômes, que ce soit donc en tant que médecin ou infirmier, on peut détecter ces symptômes chez ses collègues ou envers soi-même, ce qui est plus difficile. Alors, il a été montré dans l'étude SESMAT en 2011 que lorsque l'on pensait qu'on était en burn-out, eh bien, on l'était effectivement dans 85% des cas. Quand on pensait ne pas l'être, on ne l'était pas dans 80% des cas. Et quand on ne savait pas, eh bien, on l'était en fait dans plus de la moitié des cas. Alors, pour objectiver cet état, on peut réaliser des autotests qui sont disponibles en ligne sur le site de la SFAR. Ils sont anonymes et on peut réaliser ces tests de façon individuelle ou bien on peut le faire aussi en équipe, ce qui est une façon finalement d'aborder le problème au sein de son travail. Ces différents tests abordent la question de la dépendance, de l'anxiété, de la dépression, du burn-out, de la fatigue, de la satisfaction au travail, ou aussi du stress post-traumatique ou le test ou bien aussi on peut se situer dans le processus du burn-out par le test de propagation du burn-out. Alors comment agir? Eh bien déjà en ayant une bonne connaissance de ce qu'est effectivement le burn-out, qui est une pathologie de la relation que l'individu entretient avec son travail. Ça, c'est fondamental à comprendre. Ensuite, eh bien, avoir forcément une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire déjà s'écouter,
consacrer du temps à quelque chose d'autre que le travail, ne pas réduire son identité au travail, pratiquer donc du sport et vraiment faire attention à son sommeil, entretenir du lien social aussi hein, pour pouvoir avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Quand on est en burn-out, on ne peut plus accueillir une émotion nouvelle. Donc, c'est important de pouvoir avoir des moments où on apprend à réguler ses émotions, des moments de pause, de méditation, cohérence cardiaque, favoriser vraiment les temps de repos. Et puis, savoir, une fois qu'on s'est reposé, prendre du recul et retrouver du sens du sens au travail. Et pour cela, il va falloir modifier son activité pour retrouver des valeurs auxquelles on adhère. Et parfois, il faut savoir dire non à une activité ou à une modalité d'exercice. On peut aussi agir collectivement en agissant notamment sur la demande psychologique. Donc, on a parlé de la charge de travail tout à l'heure, mais il n'y a pas que la charge, il y a aussi la complexité du travail, le morcellement du travail, et nous pouvons agir par exemple en luttant contre les interruptions de tâches. En augmentant l'autonomie et en préservant l'esprit d'équipe, cela peut se faire en discutant du travail en équipe de façon collective pour élaborer vraiment, participer à l'élaboration du travail, à son planning, à la façon dont on souhaite travailler. Et pour ça, il faut vraiment insister sur l'importance des réunions formelles et informelles, des temps d'échange en équipe, des lieux d'échange aussi en équipe et des temps de convivialité. Et puis ensuite, augmenter la reconnaissance au travail. La reconnaissance au travail, elle est propre à chacun et elle permet finalement d'amoindrir les contraintes de travail, en tout cas de les accepter lorsqu'elle est présente. Ces facteurs vraiment de structuration sociale et mentale. Cette reconnaissance, elle peut être indirecte par la rémunération, elle peut être par le fait de pouvoir se former, d'avoir un statut. Elle se fait par la valorisation des compétences ou même d'obtenir les moyens, par exemple, de bien faire son travail ou la considération de ses pairs, le sentiment d'utilité de son travail par la société ou par la hiérarchie. Et lorsque ça ne va pas, et même avant d'attendre que ça ne va pas, on ne peut que recommander d'avoir un médecin traitant, même si c'est une denrée rare aujourd'hui. De solliciter la médecine du travail. Il y a aussi des numéros d'écoute qui existent. Il y a un numéro d'écoute fourni par l'Ordre des médecins, numéro vert, par d'autres associations, comme l'association SPS, par exemple. Et si jamais vous voulez en savoir plus donc, sur le sujet, je vous invite à lire le livre sur le burn-out en anesthésie-réanimation, où tout est compilé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ségolène. Alors, j'ai quelques questions et je rappelle à nos spectateurs que vous pouvez poser vos questions sur le chat qui nous arrive donc directement. Vous pouvez utiliser le QR code pour avoir accès à ce chat. Et déjà, moi, j'avais une question sémantique. On parle parfois de burn-out, parfois d'épuisement professionnel. C'est la même chose? C'est un peu différent? Alors, le burn-out est plus finalement qu'un épuisement. C'est un phénomène qui est finalement complexe et qui régit toute la relation que l'individu entretient avec son travail. Et cela peut donner à différents symptômes, des violences au travail. On peut voir même des situations de harcèlement, parce que la violence se répercute à tous les niveaux. On peut voir aussi de l'hyperinvestissement, on peut voir des conflits, de la dépression. Enfin, c'est vraiment, ce n'est pas qu'un simple épuisement, mais c'est vraiment c'est quand le travail et l'individu, ça ne le fait plus alors qu'avant ça le faisait, avec la perte de sens notamment de ce que l'on fait, où on ne se retrouve plus dans ce que l'on fait. D'accord. Ces mots sont importants, je crois. Perte de sens, décalage de valeur entre ce qu'on est ou ce qu'on pense être et ce qu'on constate de l'image qu'on peut renvoyer. Et en particulier, la notion d'hyperinvestissement, elle me semble importante parce que on a parfois une idée fausse, je pense, de l'épuisement professionnel comme un désinvestissement. Mais l'hyperinvestissement peut être le premier signe de la route vers l'épuisement.
Oui, c'est ça. C'est quand l'individu n'arrive pas à faire son travail parce qu'il n'a pas forcément, parce qu'il y a une qualité empêchée de bien faire son travail, il n'a pas les moyens de bien faire son travail en termes de temps, d'accélération, trop de charge de travail par rapport au temps imparti. Et bien, comme il est perfectionniste, rigoureux, appliqué, qui sont des qualités qui sont demandées pour les, finalement, qui caractérisent les soignants, les médecins, eh bien, il va avoir à cœur de bien faire son travail. Donc, du coup, il va en faire beaucoup plus, il va s'acharner à bien faire son travail, mais finalement, il n'a jamais réussi à atteindre la qualité qu'il souhaite, et donc, il va s'épuiser à faire ce travail. Et donc, il va avoir deux choix, soit eh bien, éroder ses propres valeurs en disant bah, j'accepte de moins bien faire son travail, tant pis. Et dans ces cas-là, il va avoir un problème d'image négative de lui-même, soit modifier son activité pour qu'elle soit en accord avec ses propres valeurs. Voilà. Une sorte d'impasse, quoi. Un choix. J'ai une question d'un de nos spectateurs qui demande quel écho donner aux salles de relaxation dans les services et que pensez-vous des siestes au travail? Alors c'est une seule et même question. Alors, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir avoir des moments où on peut se couper de son activité, justement pour se retrouver, pour s'écouter. Des moments de pause nécessaires, on dit des pauses qui reposent en hypnose. Les siestes aussi, ça permet, c'est montré hein, comme déterminant pour favoriser un meilleur sommeil, notamment lorsque l'on fait des gardes. Et ça, c'est important pour la sécurité des soins. Après, ce qui est important à comprendre, c'est qu'une seule action ne va pas suffire, puisqu'il faut vraiment revoir l'organisation du travail et faire de la prévention primaire. Ça, c'est fondamental. On peut mettre en place des mesures de prévention aussi secondaire et tertiaire, mais il faut vraiment agir sur l'organisation du travail. Et du coup, l'aménagement aussi de l'environnement de travail en fait partie. Alors c'est vrai que moi je prends l'exemple de certaines structures dans lesquelles j'ai pu travailler. On a souvent l'habitude de faire reposer beaucoup de choses sur la personne qui va être de garde. Par exemple, avoir le BIP ou le DECT la journée parce qu'on est de garde, comme ça on connaît mieux les patients. Et puis depuis quelque temps, on est en train de se dire, bah, finalement, vu qu'on va l'avoir la nuit, peut-être qu'au contraire, il faudrait être au repos le matin avant la garde. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution dans la charge de travail quotidienne du médecin, de cette organisation dans les équipes? Avant, c'était inconcevable que celui qui allait prendre la garde n'ait pas le BIP, quoi. Alors effectivement, pouvoir couper sa journée lorsqu'on est de garde de 24 heures, je pense que c'est important à faire. C'est pas, je pense que ça reste vraiment sporadique dans les organisations aujourd'hui, mais c'est important d'avoir conscience parce qu'il est quand même difficilement concevable de pouvoir être tout le temps performant durant 24 heures, et ça expose à des événements indésirables, et puis aussi au fait de pouvoir être du coup traumatisé après un événement indésirable grave. Et c'est important aussi que les médecins en aient conscience, parce que finalement, on peut être aussi son propre ennemi et penser injustement que l'on est au-dessus de tout ça et qu'on n'est pas, qu'on n'est pas concerné parce qu'on assure. Mais alors qu'au contraire, je pense que c'est important d'avoir cette prise de conscience et que l'organisation prévoit des pauses dans la journée, peut-être pour celui qui est de garde. Et je rappelle d'ailleurs, c'est dans le droit du travail hein, de faire des pauses toutes les 6 heures. Parfait. Merci beaucoup, Ségolène. Je vous redis donc que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors, les questions ne s'affichent pas à l'écran, hein, donc si vous ne voyez pas votre question s'afficher, ce n'est pas qu'elle n'est pas passée. Je les reçois bel et bien sur mon application. Et donc, n'hésitez pas à vous poser des questions pour les oratrices et orateurs de cette session, et je leur transmettrai, en sachant que vous pouvez poser des questions à des oratrices qui ont terminé leur présentation. On aura un temps de discussion tous les 5 ensemble ensuite.